Alors, salam alaikum. Donc, on reprend sur donc l'exercice 1 du TD des cycles à vapeur. Donc, on avait la dernière fois déterminé les enthalpies H1, H2, H3. Maintenant, on va continuer sur H4. Alors, comme je dis, la première chose à faire, c'est déterminer l'état du fluide. Donc, au point 4, on le voit ici. Je suis dans, donc c'est l'état liquide comprimé. D'accord? Je ne sais pas si c'est mentionné sur l'énoncé. La vapeur saturée entre à la turbine à la pression 8 MPa et le liquide saturé sort du condenseur à la pression 0,008 MPa. La puissance nette développée par le cycle est de l'ordre de 100 MW. Donc, c'est pas mentionné, mais en tout cas, le cycle comporte aussi des données. Donc, 4, c'est l'état liquide comprimé. Donc, voilà, on va écrire tout ça. Donc, pour le point, pour déterminer H4, donc il faut définir l'état. C'est un liquide comprimé. C'est un liquide normal qu'on appelle liquide comprimé. Alors, je connais la pression, P4, d'accord? C'est P4, et ben c'est, comme j'avais dit, et en traversant la chaudière, et aussi le condenseur, la pression restait constante. Et donc, si je connais la pression à la sortie de la chaudière, je déduis l'entrée. Donc, P4 est égal à P1 est égal 8 mégapascales. Donc, P4 est égal P1 est égal 8 mégapascales est égal 80 bars. Alors, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, dans les ABAC, les données sur le liquide comprimé ne sont pas aussi disponibles, aussi riches que celles pour la vapeur surchauffée ou bien le liquide saturé ou bien donc l'eau saturée. Et pourquoi? C'est pas parce que c'est pas possible, mais en tout cas parce qu'il y a des méthodes indirectes pour retrouver ce qu'on cherche. Alors, on va quand même faire une petite tentative. On va chercher 80 bars liquides. Est-ce que je vais trouver les données que je cherche? Donc, je vais aller à la table de le comprimé. La voilà. Donc, il y a une seule page dans ce handbook, d'accord? C'est ça, compressed liquid. Donc, 80 bars, c'est ça? Oui, 80 bars. Donc, 25 bars. On va chercher, donc, pour chaque pression, il y a une liste des températures. Donc, il faut choisir la température adéquate. Donc, 80 bars, 50, 75 et 100, 150, 200. Donc, on voit que ça n'existe pas. Les 80 bars qu'on cherche. Et donc, c'est justement parce qu'il y a des méthodes indirectes pour trouver les valeurs qu'on cherche. D'accord? Ben, ça, c'est autre chose. Ça concerne l'équilibre solide vapeur. Donc, on va pas l'utiliser dans le cadre de ce cours. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule qu'on a vue dans le cours. C'est que, au fait, on avait dit que, au fait, W point. Donc là, donc le H4, c'est à la sortie de la pompe. On avait dit, donc W.P sur le débit. Et on a vu dans le cours que c'était à peu près égal au volume massique à l'entrée fois la pression de sortie moins la pression d'entrée. On avait vu ça, on a démontré ça dans le cours. Et on sait que cette quantité aussi, elle est égale à H sortie moins H entrée. H4 moins H1. H4 moins H3. Voilà, donc H sortie moins H entrée, H4 moins H3. D'accord? Donc, là, on va exploiter ça. Et donc, on va pouvoir tirer le H4. C'est égal à H3 plus V3, le volume massique à l'entrée, P4 moins P1. Alors, on va voir, donc le H3, on l'a déjà calculé. D'accord, c'est 173,88. C'est égal 173,88 kJ par
kilogramme. Et puis, le P4, je le connais, c'est 80 bars. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai ici? Pression de sortie moins pression d'entrée. P3, pardon, c'est P3. Le volume massique à l'entrée fois la pression de sortie moins la pression d'entrée. Voilà, donc le P4, je l'ai. Le P3, je vais aller le chercher. Le P3, voilà, c'est 0,008 mégapascal. 0,0 bar. 0,08 bar. D'accord. Donc, au fait, il me reste aussi à définir le volume massique à l'entrée. Alors, je sais que l'état 3, l'état 3, je le connais. Je connais l'état 3. C'est un liquide saturé à 0,008 mégapascal. Donc, c'est un liquide saturé à 0,08 bar. Et donc, moi, je voudrais son volume massique. Et donc, je vais aller à la table de l'eau saturée, chercher les données correspondantes. Donc, je vais aller à la table de l'eau saturée et chercher cette donnée-là, 0,08 bar. Voilà, c'est la table de l'eau saturée, 0,08 bar. Je cherche le volume massique, c'est en mètres cubes par kilogramme. Et les données qui sont là, les valeurs ici, sont déjà multipliées par 10 puissance 3. Donc, je devrais par la suite diviser pour retrouver la valeur normale. Donc, c'est 1,0084 10 puissance moins 3. 1,0084. 1,0084 10 puissance moins 3 parce que là-bas, c'était déjà multiplié par 10 puissance 3. Donc, je devrais diviser. Donc, c'est un volume massique, donc c'est des mètres cubes par kilogramme. Donc, maintenant, j'ai la pression, j'ai le volume massique, j'ai tout. Donc, je vais maintenant faire le calcul. Donc, application numérique faite. Donc, moi, je suis en train de chercher le H4. Ça donne 181,939 kJ par kilogramme. Donc voilà, le H4, je l'ai trouvé. Maintenant, on a défini toutes les enthalpies H1, H3, H2 et puis maintenant H4. Très bien. Donc là, on peut maintenant calculer le reste. C'est des choses relativement simples puisque j'ai maintenant toutes les enthalpies. Donc le rendement, on l'a déjà ici. Donc c'est la valeur absolue va faire H1 moins H2 moins H4 moins H3. D'accord, donc je vais ici, donc en valeur absolue, ça va faire H1 moins H2. Moins H4 moins H3 sur H1 moins H4. Donc là, j'ai toutes les données. Je vais faire simplement l'application numérique et ça va donner... Donc, il faut s'exercer chez vous à faire l'application numérique parce que souvent, les étudiants se trompent. Il y a beaucoup de chiffres, mais il faut s'exercer. Donc, ça donne 0,370, ce qui donne que le rendement est égal à 37,0%. D'accord. Donc, voilà la deuxième question. On va voir ce que c'est que la deuxième question. Donc, la deuxième question... Donc, après le rendement thermique, le rapport entre le travail de la pompe et celui de la turbine. Donc là, on nous donne cette question pour un peu évaluer à quel point notre installation elle est justifiée. Parce que on voit qu'au niveau de la turbine, on produit du travail mécanique. Au niveau de la pompe, on consomme du travail mécanique. Donc, si ce que je produis
est égal à ce que je consomme, bah, ça sert à rien d'avoir toutes ces installations. Et donc, c'est une bonne question pour voir à quel point, quel est le pourcentage, en tout cas, que représente ce que je consomme en travail mécanique par rapport à ce que je produis. D'accord? Donc, le rapport entre le travail de la pompe ou bien la puissance de la pompe, c'est la même chose. Ça représente la même chose. Et celui de la turbine. D'accord, donc ce rapport, je vais l'appeler PWR. C'est égal à la puissance de la turbine, on va la prendre en valeur absolue, sur la puissance de la pompe. Ben, si je divise tout le monde, encore une fois, sur le débit massique, je vais tomber sur des enthalpies. Et donc, c'est H sorti moins H entrée en valeur absolue. Et ça, c'est H4 moins. Au fait, je vais faire l'inverse. Excusez-moi. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais mettre ici la puissance de la pompe sur la puissance de la turbine. Et donc, je vais avoir H4 moins H3. Et ça, je vais les inverser puisque je sais que c'est négatif. Et c'est H1 moins H2. Donc, j'ai les enthalpies. Tout calcul fait, je vais trouver 8,37 10 puissance moins 3. Donc, on voit très bien que la puissance de la pompe est inférieure à 1% de la puissance de la turbine, ce qui justifie parfaitement notre installation. D'accord? La puissance de la pompe est nettement, représente moins que 1% que la puissance de la turbine. D'accord. Donc, on va aller à la troisième question. Le débit de la vapeur en kilogrammes par heure. On nous demande le débit de la vapeur en kilogrammes par heure. Alors, le débit de la vapeur, comment est-ce qu'on va faire pour le trouver? En fait, il y a une donnée qu'on va exploiter, c'est que la puissance nette est égale à 100 MW. D'accord? C'est mentionné ici. Voilà. On nous a dit que la puissance nette développée par le cycle est de l'ordre de 100 MW. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. En fait, la puissance nette du cycle, c'est quoi? La puissance nette du cycle, c'est égal au fait à la puissance de la turbine en valeur absolue moins la puissance de la pompe. C'est ça la puissance nette du cycle. D'accord? Alors là, on sait que c'est égal à 100 MW. Et ça va nous permettre de calculer le débit massique. Pourquoi? Parce que je sais que si je divise ça sur le débit, je vais, c'est égal à 100 MW sur le débit. Et ça, au fait, ça va me donner les enthalpies. C'est H sorti moins H entrée, mais avec la valeur absolue, ça va donner H1 moins H2 moins H4 moins H3. D'accord? Voilà, donc sur un là, mais je suis sur un point, pardon, parce que ça, parce que je passe aux enthalpies, je n'ai plus ce débit. Et voilà. Donc là, je peux maintenant relever le débit. C'est un point est égal 100 MW. Je vais mettre tout le monde en système international pour trouver un résultat en système international. Comme ça, je suis tranquille. Donc 100 mégas, c'est 10 puissance 6. Comme ça, c'est les watts qui est l'unité internationale. Donc un point est égal 100 10 puissance 6 sur donc les enthalpies H1 moins H2 moins H4 moins H3. D'accord. Donc là aussi, il faut les mettre en joules. Il faut relever les kilojoules pour les mettre en joules. Comme ça, j'ai tout le monde en système international. Je vais retrouver un résultat. Comme ça, je vais retrouver un M point
en système international, c'est-à-dire kilogrammes par seconde. Et je vais, puisque la question c'est qu'il faut le trouver en kilogrammes par heure, je vais le convertir. Et le résultat, application numérique faite, ça va donner 3,77 10 puissance 5 kg par heure. Donc c'est ça un peu, voilà, le débit massique en kilogrammes par heure. D'accord? Voilà, on va continuer sur les questions. Ça, c'était le débit massique. Maintenant, la puissance calorifique Qin délivrée par la chaudière en mégawatts. D'accord? Donc, on va donc calculer la puissance délivrée par la chaudière Qin. D'accord, Qin. Ben, je sais pas que c'est quel numéro de question. On va dire c'est le 4, quatrième question. Ben, il faut trouver le Qin, la puissance délivrée par la chaudière, ou bien on va dire c'est la puissance, donc c'est Q point in. D'accord? Donc maintenant qu'on a le débit, c'est tout simple. Je sais que Q point in sur M point, c'est égal H sortie moins H entrée, c'est H1 moins H4. Voilà. Et donc, Q point in, c'est le débit massique fois H1 moins H4. D'accord. Donc là, il faut convertir tout le monde en système international. Ça, je devrais le convertir en joules. Ceci, je devrais le convertir en kilogrammes par seconde pour trouver des puissances en watts. Lorsque je trouve la puissance en watts, je vais les diviser sur 1 million, 10 puissance 6, pour trouver une puissance en mégawatts. Et donc, tout calcul fait, je vais trouver donc 269,77 mégawatts. Donc, voilà le résultat. Quatrième question. Pour la cinquième question, c'est la même chose. Il faut trouver le Q point out, c'est-à-dire la chaleur dégagée, donnée par le fluide à l'extérieur au niveau du condenseur. Là, voilà. Donc, la puissance de refroidissement Q out. En fait, j'ai oublié ici, il faut mettre un Q point. D'accord? C'est des Q points, c'est une puissance, c'est des Q points. La puissance de refroidissement Q point out au niveau du condenseur. Donc, c'est la même chose, presque la même chose. Donc, Q point out. Donc, on sait que Q point out sur un point est égal à H sortie moins H entrée est égal à H3 moins H2. Et bien, même chose, application numérique faite. On va trouver moins 169,75 mégawatts. Donc là, comme j'ai dit, normalement, je devrais convertir ça en joules, ça en kilogrammes par seconde. Le résultat, je vais le trouver en watts. Et par la suite, je vais diviser sur 1 million pour trouver le résultat en mégawatts. Donc, c'est ça, la cinquième question, le Q point out. Voilà. Et puis, donc, la dernière question, voilà. Donc, le débit de l'eau de refroidissement au niveau du condenseur en kilogrammes par heure. Donc, c'est le débit de l'eau de refroidissement. C'est pas le fluide de travail qui circule, mais de l'eau de refroidissement. Alors, le débit de l'eau de refroidissement au niveau du condenseur en kilogrammes par heure, sachant que sa température d'entrée est égale à 15 degrés et celle de sortie est égale à 35 degrés Celsius. Alors, c'est ça, au fait, au niveau du condenseur, j'ai ici le fluide de travail qui est tantôt vapeur, tantôt liquide. Mais j'ai ici, au fait, au condenseur, c'est un échangeur de chaleur. J'ai ici un débit qui vient, c'est de l'eau froide, d'accord, et qui se rapproche. En fait, il n'y a pas de mélange, c'est juste qu'il se rapproche. Et lui, puisqu'il est froid, il refroidit donc le fluide de travail. Et puis, il entre à 15 degrés, il est froid, mais il sort à 35 degrés, il est chaud. D'accord? Donc, nous, on nous demande quel est le débit
de cette eau. Donc, je vais écrire ça d'une manière plus claire. Donc, pour la 6e question, quel est le débit de l'eau de refroidissement? On va l'appeler cette eau de refroidissement M.ref, refroidissement. Alors, en fait, au niveau, on va dire que voici mon fluide de travail qu'on étudiait, c'est le M point qu'on connaît, voici le condenseur. Et au fait, au niveau du condenseur, je vais chercher une autre couleur. Au niveau du condenseur, j'ai un autre débit. Un autre débit qui vient. D'accord? J'ai un débit M point, c'est de l'eau froide qui vient, je vais appeler ce point-là E, entrée et sortie, qui vient à 15 degrés C. Et il est froid, il se rapproche de celui-là qui est chaud, il cause sa condensation, celui-là passe de l'état vapeur à l'état gaz, grâce à cet échange de chaleur. En fait, c'est ici que je rejette ce débit-là, il rejette le Q point out qu'on vient de calculer. Il rejette une chaleur que celui-là prend. C'est pour ça qu'il passe à 35 degrés C. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc du condenseur. J'ai un échange de chaleur entre mon débit de vapeur qui est chaud et le débit de l'eau de refroidissement. Alors, j'ai ici, c'est le point 2. Ça me vient de la turbine, c'est le point 2. Ça, c'est le point 3. D'accord? Alors, on nous dit quel est le débit pour avoir donc cette enthalpie-là, pour avoir cette enthalpie-là à la sortie, à partir de cette enthalpie-là, quel est donc le débit pour avoir ces conditions-là. Alors, pour trouver la solution, on va prendre en considération un volume de contrôle. Maintenant, notre volume de contrôle, c'est pas uniquement le condenseur, mais le condenseur et au fait l'échange, là où il y a le change, c'est un volume de contrôle qui est marqué par deux débits entrants et deux débits sortants. D'accord? Il y a deux débits entrants et deux débits sortants. D'accord? Donc j'ai ici un débit qui entre, ici un débit qui entre, ici un débit qui sort et ici également un débit qui sort. D'accord? Donc, je vais appliquer le premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert pour résoudre la problématique. Donc, c'est un système qui est marqué par deux entrées et deux sorties. Donc, je vais appliquer le premier principe. Au fait, il faut noter que, au fait, il y a un échange en interne. Ce que perd mon débit, M point, est gagné par le débit M point ref. Il n'y a rien qui va vers l'extérieur. Il n'y a pas de chaleur qui va vers l'extérieur. D'accord? C'est un échange en interne entre ce débit-là et ce débit-là. Entre cette masse-là et cette masse-là. OK. Donc, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Pour ce nouveau volume de contrôle, d'accord? On va dire que, donc, on va commencer par le premier débit. Donc, H2 plus EP2 plus EC2 fois M point, moins H3 plus EP3 plus EC3 fois M point. Donc là, j'ai comptabilisé l'énergie entrante avec ce débit-là et l'énergie sortante. Maintenant, il faut comptabiliser aussi ce qui entre avec le deuxième débit. Plus HE plus EPE plus ECE fois M point ref moins HS plus EPS plus ECS fois M point ref est égal. Alors, excusez-moi, on a oublié ça. Plus Q point plus W point est égal DE sur DT. Alors, pour mon volume de contrôle, une variation de l'énergie totale de mon volume de contrôle sur un laps de temps DT est égale à l'énergie qui est entrée par
le premier débit, moins l'énergie qui est sortie par le premier débit, plus l'énergie qui est entrée par le deuxième débit, moins l'énergie qui est sortie par le deuxième débit, plus il a échangé quelque chose avec l'extérieur en termes de chaleur ou bien d'énergie mécanique. D'accord. Alors, commençons à simplifier. D'abord, puisque je suis en régime permanent, donc dE sur dt est égal à 0. Il n'y a rien qui change avec le temps. Donc ça passe vers 0. Aussi, mon volume de contrôle, il ne fait pousser aucun piston, ne fait tourner aucun volant moteur, il n'échange pas d'énergie mécanique avec l'extérieur. Donc le W point passe aussi à 0. Le Q point aussi, donc il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Non. Tout ce qui se passe, c'est des échanges en interne. D'accord? Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc ça passe vers 0. Aussi, on a supposé dans le cours que l'énergie potentielle en traversant chaque volume de contrôle reste constante. Même chose pour l'énergie cinétique. Donc, la différence est nulle. EP2 moins EP3 est égal à 0. Même chose pour EC et EPE et ECE. Donc, d'accord? Il n'y a pas d'échange d'énergie cinétique ni d'énergie potentielle. Alors, ce qui nous donne, donc maintenant la formule va se simplifier. Donc, on va tomber sur H2 moins H3 fois M point plus HE moins HS fois M point ref est égal à 0. Voilà, ça s'est simplifié. Et maintenant, on peut aller préciser la formule du débit de l'eau de refroidissement. Donc là, c'est égal à H3 moins H2 fois M point, d'accord, sur HE moins HS. D'accord? Donc, le débit massique, je l'ai déjà calculé. H2, H3, je les connais maintenant. Il faut déterminer les HE et les HS. Il faut les déterminer. Donc, il faut connaître l'état. L'état, c'est un liquide. En fait, on n'a pas dit que c'était saturé, mais on déduit que c'est un liquide normal. C'est un liquide comprimé. Donc, j'ai un liquide comprimé. Un liquide comprimé, c'est vrai que la pression n'est pas mentionnée, mais je vais l'ajouter, c'est une atmosphère. D'accord? On va chercher si... donc, au fait, ça va pas, c'est pas la peine donc d'essayer. Comme j'ai dit, il y a des méthodes, on contourne la problématique parce que les abacs ne comportent pas beaucoup de données. Justement parce qu'il y a des données des méthodes pour trouver les données qu'on cherche. Alors, il faut donc savoir que lorsque j'ai un liquide comprimé, les paramètres, donc les paramètres du liquide comprimé sont égaux aux paramètres d'un liquide saturé, mais à la même température. Pas à la même pression, mais à la même température. D'accord? Ce qui fait que je vais aller à la table de l'eau saturée. Même, donc, cette eau-là, elle n'est pas saturée, mais je vais aller à la table de l'eau saturée. Connaissant la température, je vais relever les enthalpies. D'accord? Ça donne donc des résultats acceptables. D'accord? Donc, j'ai d'abord l'enthalpie HE, elle est à 15 degrés C, et l'enthalpie HS à 35 degrés C. Je vais aller relever ça depuis la table de l'eau saturée. Donc, voilà, il me faut 15 et 35. Donc, je vais aller à la table hiérarchisée par température. Voici la ligne concernant le 15. Donc, j'ai un liquide, donc c'est ça ce que je vais utiliser. Et le 35, même chose, c'est la table de l'eau saturée. Je vais aller... Donc, c'est ça ce que je vais relever. C'est ça les deux données que je cherche. Donc, HE, c'est 62,99.
kilojoules par kilogramme. Et HS, c'est 146,68. D'accord. Donc là, on a maintenant toutes les données. On a le M point. Ça déjà, on l'a déjà calculé. Ça c'est exactement Q point out. Cette quantité là, au-dessus, c'est Q point out. D'accord. Et au fait là, on vient de le relever, donc il ne reste que faire l'application numérique. Donc application numérique faite. On va trouver M.ref qui est égal, voilà, donc 7,3 10 puissance 6 kg par heure. En fait, si je convertis, comme j'ai dit, tout le monde en système international, je vais trouver un débit en kilogrammes par seconde, mais par la suite, je vais le convertir en kilogrammes par heure. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Voilà, on se retrouve pour le deuxième exercice après. D'accord?